Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, l'alcool responsable de plus d'un tiers des morts sur les routes languedociennes. Alors que la saison des fêtes votives débute, une action de sensibilisation des maires a eu lieu aujourd'hui. L'immobilier repart à la hausse à Montpellier après une année 2012 marquée par une légère baisse des prix. La Chambre des notaires constate un rebond de l'activité ces 3 derniers mois. Et puis en fin de journal, je vous emmène au Pont du Gard. Le site accueille actuellement l'expo Ulysse Pirate à l'occasion des 30 ans des fonds régionaux d'art contemporain. Et on a appris cet après-midi le suicide d'une policière de 35 ans. La jeune femme était en fonction au commissariat central de Montpellier. Son corps a été découvert aujourd'hui à son domicile de Jacou. Elle s'est donné la mort avec son arme de service. Dans une lettre, elle évoque des problèmes personnels. L'enquête est entre les mains des gendarmes. Dans le Gard, la thèse du double suicide est confirmée après la découverte de 2 corps dans le camp des Garrigues à Nîmes. Les cadavres ont été découverts jeudi dernier par les pompiers intervenus sur un feu de voiture. Selon l'autopsie réalisée hier, le couple de personnes âgées s'est bien donné la mort. Les 2 victimes habitaient à Nîmes et étaient âgées de plus de 75 ans. Le couple aurait laissé une lettre évoquant des difficultés financières et des problèmes de santé. Les fêtes votives, temps fort mais aussi moments sensibles dans la vie d'une commune. Bagarres, accidents de la route, débordements, autant de risques amplifiés par la consommation d'alcool et de stupéfiants. Alors aujourd'hui à Montpellier, la préfecture de l'Hérault et l'association des maires de France organisaient un colloque pour sensibiliser les élus locaux à l'approche des festivités estivales. Les détails avec Natalia Martinez et Denis Tully. Dans l'Hérault, plus de 700 fêtes votives ont lieu pendant les 2 mois d'été. L'abus d'alcool, des stupéfiants, la violence et les accidents se multiplient. Le 16% du budget des fêtes dédié à la sécurité ne suffit plus et une tendance inquiétante s'est fait sentir. Ces gens qui vont dans les fêtes votives consomment de l'alcool. Alors on a beaucoup parlé là de la responsabilité des maires, mais aussi des associations qui organisent, des gens qui tiennent les buvettes. Mais le vrai problème, il n'est pas là. C'est que très souvent, les gens aussi, et les jeunes ou moins jeunes, amènent leur consommation sur place et sont donc en mesure de s'alcooliser sur place au détriment même des autorités qui essaient de canaliser les choses. Dans le département, près de la moitié des tués sur la route est liée à la consommation d'alcool et des stupéfiants. Aujourd'hui, avec plus de 100 morts par an, les bilans restent inacceptables. La préparation, la prévention et la sécurisation des festivités étaient au cœur de cette réunion de débat. Des multiples échanges ont pu sensibiliser les élus. Je crois que l'échange est toujours positif et amènera un plus. Mais vous l'avez ressenti, et tournant autour des fêtes locales, la problématique c'est on ne peut pas tuer la fête, on ne peut pas arrêter la fête. Et donc c'est de faire un compromis entre la fête et la sécurité quand même. Si on va à la fête, quand même, il faut qu'on en ressorte vivant quand même, et intact. Pourtant, seulement 13% des communes étaient présentes aujourd'hui et se sont engagées à mettre plus de moyens en place pour que les festivités à venir se déroulent sans excès. Michel Delaunay était à Montpellier aujourd'hui. La ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie était au quorum à l'occasion du 11e congrès des professionnels de la gériatrie. L'occasion de faire le point sur un certain nombre d'initiatives locales liées au bien vieillir. Selon la ministre, 90% des Français souhaiteraient rester à leur domicile le plus longtemps possible. Écoutez. Notre vieillissement, nous y pouvons quelque chose. Quand je dis nous, c'est individuellement, par nos comportements, et deuxièmement, nous, les pouvoirs publics. On va donner les outils de la prévention, plus encore qu'ils ne sont présents aujourd'hui. Deuxième chapitre, l'adaptation du logement en particulier et l'aménagement. Beaucoup de solutions existent aujourd'hui et pas forcément coûteuses pour que le logement devienne un endroit amical où on se sente bien et où on ne soit pas exposé à des risques. Et en outre, quand cela est nécessaire, qu'on soit en lien direct avec des dispositifs d'assistance.
Dans le Gard, la liquidation judiciaire de Tamaris Industries devrait être prononcée demain. Retombée dans le giron du groupe Delachaux, la fonderie alésienne n'a pas trouvé de repreneur. Réunis ce matin au tribunal de commerce de Nîmes, les différentes parties ne sont pas tombées d'accord pour financer la période d'observation, ce qui aurait permis de payer fournisseurs et salaires. Une dernière réunion est prévue demain matin en préfecture à l'heure de la décision du tribunal de commerce. Mais les 70 salariés de Tamaris, eux, ne se font plus d'illusions. Écoutez. Il y a 70 personnes de plus sur le bassin alésien qui sera en recherche d'emploi d'ici la fin du mois, si c'est statué la liquidation judiciaire demain. Moi personnellement, je suis en colère contre Seco Tamaris et le groupe Delachaux, parce que je pense que c'est des groupes qui font du bénéfice, qu'on représente qu'une miette pour eux. On demandait juste de quoi payer nos salaires pour finir la période d'observation, ils ne veulent pas le faire. Voilà, ça montre ce qu'on représente à leurs yeux. Et à mon avis, c'est pas grand-chose. Attention, demain, si vous devez effectuer un prélèvement, les laboratoires de biologie médicale de la région annoncent une journée noire. La plupart fermeront leurs portes. Les biologistes protestent une nouvelle fois contre la diminution annoncée de leurs tarifs par la Caisse nationale d'assurance maladie. Une baisse qui doit entrer en vigueur dès demain. En Languedoc-Roussillon, 500 emplois liés au laboratoire seraient ainsi menacés. La baisse des prix dans l'immobilier a été de courte durée à Montpellier. C'est en tout cas ce que constatent les professionnels du secteur. Après une année 2012 marquée par un léger tassement, notamment pour les maisons anciennes, la tendance serait plutôt à la stabilisation des prix et du volume d'échange. Les 3 premiers mois de l'année montrent même un rebond de l'activité. Les détails avec Adeline Huard et Justine Pradel. 154 800 €, c'est le prix moyen d'un appartement de 60 mètres carrés à Montpellier. Un budget qui varie fortement selon les quartiers de la ville. Les 2 quartiers les plus chers qui dépassent sensiblement les 3 000 € du mètre carré, à 3 200 et des poussières, c'est le quartier de la Place de la Comédie et c'est le quartier de Port-Marianne. Et puis à l'inverse, les quartiers les moins chers sont sensiblement en dessous de 2 000 € du mètre carré, 1 700, 1 800 € du mètre carré, et vous avez le quartier Saint-Martin par exemple. En 2012, les prix ont baissé de 1%, mais c'est seulement ces 3 derniers mois que l'activité immobilière a repris, grâce à des taux d'intérêt au plus bas et à de nouveaux arrivants. On est aussi dans un environnement où les taux de crédit sont extrêmement favorables. Ils n'ont vraisemblablement d'ailleurs jamais été aussi favorables. C'est un élément qui solvabilise un certain nombre de clients. Et puis, finalement, nous sommes dans une région dans laquelle la population croît. La demande des familles est bien présente et donc naturellement, les clients se retournent vers leurs banquiers. Une période propice pour investir. Selon les professionnels de l'immobilier, les prix risquent de repartir à la hausse ou au mieux stagner. À Montpellier, le collectif Eau réclame un retour à la gestion publique. Selon les premiers éléments d'un audit sur la délégation de services publics confiée à Veolia, le collectif estime que les usagers ont versé en une année plus de 5 millions € de surfacturation à l'entreprise privée. Sur les 3,50 € le mètre cube que paient les habitants de l'agglomération de Montpellier, plus d'un tiers serait utilisé par Veolia pour autre chose que le service et l'assainissement de l'eau. Écoutez. Officiellement, l'entreprise qui a pris la délégation du service dégage une marge de 1 million € et l'analyse du collectif, à travers aussi les données de l'audit présentées en commission, montre que c'est de l'ordre de 8 à 10 millions € qui partent dans l'actionnariat et dans les bénéfices de l'entreprise et qui échappent finalement au secteur lui-même concerné de l'eau, c'est-à-dire que les réseaux vieillissent, il est mal entretenu et on arrive à une situation que l'audit aussi décrit d'un réseau vieillissant qui fuit et qui n'a pas été correctement entretenu. Après les ministres et leur patrimoine, c'est au tour des contribuables de déclarer leurs revenus. Les feuilles d'impôt sont actuellement envoyées à tous les Français. Et cette année encore, un certain nombre de données ont changé avec une prime à la dématérialisation. Les explications, Lisa Matonnet et Léa Smirnov. Surveillez vos boîtes aux lettres. À compter d'aujourd'hui, les déclarations d'impôts sur les revenus de 2012 sont envoyées. Cette année, plus de 36 millions de foyers fiscaux vont recevoir le document et près de 400 000 déclarations pré-remplies seront envoyées pour le département du Gard. Une déclaration qui comporte quelques petits changements pour le contribuable.
Nous voulons être une administration plus écologique et le contribuable aura sa vie facilitée puisqu'il n'aura pas les pièces justificatives qu'il adressait en nombre les années prochaines à joindre à sa déclaration papier. Autre avantage pour les télédéclarants, une facilité d'accès sur Internet. On veut inciter à utiliser cette voie. Et donc il n'y aura plus les fameux 3 clics qui s'appelaient aussi les 3 secrets. Ça n'avait rien de mystérieux, mais ça a obligé à regarder sur 3 documents diversifiés. Si les premiers doivent rendre leur déclaration papier le 27 mai, les télédéclarants bénéficieront d'un délai supplémentaire, à savoir le 7 juin concernant le Gard. Après la zone artistique temporaire qui a animé la Mosson le week-end dernier à Montpellier, le collectif de la Paillade invite l'ensemble des Montpelliérains à chausser les crampons pour disputer un tournoi de football. Une façon sportive et positive de faire vivre un quartier encore trop souvent décrit comme difficile. Ce tournoi est un tournoi entièrement participatif où tout le monde peut jouer. Les mamans, les papas, les ouvriers, les maçons, les éducateurs, les travailleurs sociaux. Du journaliste ou encore des élus locaux. Et l'importance de ce tournoi, c'est de promouvoir en fait des initiatives qui sont en faveur effectivement de la mixité sociale, du partage, de la solidarité et du décloisonnement. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, d'une crise économique et sociale sans précédent, il faut promouvoir ce type d'initiatives qui nous permettent de nous retrouver autour des valeurs qui sont au cœur de notre pacte républicain. La coup d'envoi de ce tournoi sans frontières samedi 10h sur les terrains de foot annexes au stade de la Mosson. À l'occasion de leurs 30 ans, les fonds régionaux d'art contemporain se penchent sur les Pléiades. En Languedoc-Roussillon, mais aussi en Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est Ulysse qui est le fil conducteur de cette manifestation. C'est dans ce cadre que le site du Pont du Gard accueille l'exposition temporaire Ulysse Pirate. Visite guidée avec Lisa Matonnet et Léa Smirnov. Inspirée de l'Odyssée d'Homère et du livre éponyme de James Joyce, l'exposition en intérieur et extérieur fait écho à l'imaginaire du navire. Nous avons effectivement choisi cette figure parce que elle mélange à la fois la Méditerranée, Homère, et la modernité. Ulysse de Joyce, qui est un des très grands romans qui a inventé la littérature moderne. Voilà, donc cette figure permet de réfléchir aussi à ce qu'est l'histoire, à ce qu'est le patrimoine, à ce qu'est le temps long des mythes. Jusqu'où ces mythes nous concernent encore aujourd'hui, et aussi en quoi la modernité a pu s'en emparer pour réfléchir à ce que sont les langages, à ce que sont les figures artistiques. Le duo d'artistes Bertrand Lacombe et Sophie de Jode, créateurs et invités, ont investi pendant plus de 5 semaines le site du Pont du Gard pour réaliser une installation et mettre en scène les œuvres venues des FRAC de France. Il y avait une double contrainte, travailler avec des œuvres qui n'étaient pas les nôtres, travailler sur une thématique extérieure. Au début, c'était extrêmement laborieux et inquiétant. Et il se trouve que à partir d'un certain moment, c'est devenu très excitant. Et je pense que le résultat vaut la peine. La contrainte apporte toujours des choses très positives si on relève le défi. Dans la salle d'exposition temporaire, une construction géante en forme de ruban de Moebius, signe de l'infini, permettra au public d'accomplir une sorte de parcours homérique dans l'art contemporain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve demain dès 12h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.